En 1992, une jeune mère est abattue devant ses enfants. Les policiers se questionnent, mais ne trouvent aucune réponse à leurs interrogations. Jusqu'à ce que les membres de la famille finissent par leur fournir un indice troublant. Les policiers de l'État devront faire appel au service des agents fédéraux pour démêler un tissu de mensonges fait d'argent, de drogue et de meurtres, et ainsi découvrir l'identité des auteurs de ce crime atroce. Le 29 novembre 1992 à Atlanta, en Géorgie, c'était le retour à la maison après le congé de l'Action de grâce. Sarah Tokars, 39 ans, et ses deux enfants avaient passé le week-end avec ses parents en Floride. Son mari, un avocat réputé, était parti de son côté en voyage d'affaires. Après 9 heures de route, la famille arriva sans encombre à sa maison de Marietta, en banlieue d'Atlanta. La maison était dans l'obscurité quand Sarah se gara dans l'entrée. Mais elle n'était pas vide. Sarah n'eut pas le temps de voir l'homme qui l'attendait dans l'ombre du garage. Il brandit une arme à feu et la força à remonter à bord de son Jeep. Elle était terrifiée. Elle n'eut pas d'autre choix que d'obéir à l'homme. Celui-ci lui braqua son arme à la nuque et l'obligea à rouler en direction de la ville. Elle obéit à ses ordres. Ils arrivèrent bientôt dans un quartier désert où il lui ordonna de couper le moteur. Elle refusa. Elle le supplia de laisser ses enfants partir. Pour toute réponse, il lui tira dans la tête. Il saisit ensuite son sac à main et s'enfuit pendant que les enfants étaient toujours à bord et que le véhicule roulait toujours. Quand le véhicule s'arrêta, le fils de 6 ans de Sarah dut s'allonger sur le corps de sa mère pour couper le contact. Ensuite, il détacha la ceinture de son frère de 4 ans et ils coururent ensemble vers la maison la plus proche. On appela le service d'urgence. La police de Cobb County dépêcha des agents sans perdre une minute. Des enquêteurs arrivèrent sur les lieux pendant que les agents de police se dispersaient dans le secteur pour tenter de retrouver l'homme armé. Les policiers transmirent aux enquêteurs les informations recueillies. Les 2 garçons témoins de la fusillade avaient identifié la victime comme étant leur mère, Sarah Tokars. Leur père, Fred Tokars, était à l'extérieur de la ville. Les policiers tentaient déjà d'entrer en communication avec lui. Des experts légistes examinèrent le véhicule à l'endroit où il s'était arrêté. Il pouvait y avoir des indices à l'intérieur et tout autour. Une analyse confirma les déclarations des enfants. Le tireur était assis directement derrière Sarah Tokars lorsqu'il avait appuyé sur la détente. La façon dont les éclaboussures de sang s'étaient dispersées indiquait que le tireur avait utilisé un fusil de chasse. Les détectives savaient bien qu'il serait difficile d'obtenir des informations détaillées d'enfants aussi jeunes, surtout après qu'ils aient vécu une expérience aussi traumatisante. Le plus vieux des deux, âgé de 6 ans, fit de son mieux.
Il déclara que le meurtrier était un homme de race noire qui portait des jeans, un sweatshirt et un bonnet. Il ne peut fournir d'autres informations. Il ignorait de quel côté le meurtrier était parti après s'être emparé du sac à main de sa mère, mais il déclara que son arme ressemblait à un fusil de pirate, comme on en voyait à la télévision. Ne sachant trop ce que l'enfant voulait dire par là, les détectives espéraient obtenir des informations plus précises lors de l'autopsie. Ils confièrent les enfants à des membres de leur famille qui vivaient dans le secteur, le temps que leur père rentre et puisse s'en occuper. Les détectives avaient obtenu l'adresse de la famille à partir du numéro des plaques d'immatriculation. Ils poursuivirent leur enquête à la maison des Tokars, où tout avait commencé. Dans le salon, ils trouvèrent par terre la tige qui aurait normalement dû bloquer la porte coulissante. C'est par cette porte que le meurtrier était sans doute entré. Le système d'alarme n'avait pas été mis en fonction. Ainsi, aucune alerte ne s'était déclenchée quand l'homme était entré. Peut-être était-il un voleur qui profitait de la négligence des propriétaires. Peut-être aussi avait-il été surpris par Sarah qui revenait à la maison. De toute façon, il n'avait laissé aucun indice derrière lui. Il n'y avait pas là de piste à suivre, selon le détective en chef Arthur Allred de la police de Cobb County. À ce point de l'enquête, nous ignorions ce qui s'était produit. Pourquoi c'était arrivé dans ce quartier de classe moyenne? Un crime impliquant une mère et ses deux enfants, ça n'arrive pas dans un tel secteur. Le plus vieux des fils de Sarah aida un dessinateur judiciaire à dresser le portrait du meurtrier en le lui décrivant. On fit diffuser le portrait d'un homme noir, mince et portant un bonnet. Malheureusement, la description de l'enfant était trop vague pour susciter une piste. On finit par rejoindre le mari de la victime à un motel à Montgomery, en Alabama. Il revint immédiatement à Atlanta. Cet avocat au criminel était conscient du fait qu'on en ferait un suspect dès le départ. Il rencontra d'ailleurs les autorités en présence de son avocat. Rapidement, on put valider son alibi, l'éliminer de la liste des suspects et suivre d'autres pistes plus intéressantes. Ainsi donc, Fred Tokars se trouvait en Alabama au moment du meurtre. Il était allé y rencontrer un client incarcéré à la prison de Montgomery. Ce mari, éploré par la perte de sa femme, assura à la police que sa relation avec Sarah était solide. Tokars était prêt à tout pour aider la police à retrouver le meurtrier. Il fallait maintenant espérer que le rapport du coroner apporterait des réponses. Les médecins légistes confirmèrent le fait que Sarah Tokars avait été tuée à l'aide d'un fusil de chasse. C'était le genre d'arme qui, tronçonné, pouvait faire penser à un fusil à silex de pirate du XVIIe siècle pour un enfant. On ne retrouva que de la bourre de plastique et de gros plombs dans le Jeep. Comme aucune douille n'avait été éjectée, il serait impossible de procéder à des analyses comparatives advenant qu'on trouve une arme suspecte. De plus, les experts n'avaient découvert ni cheveux de source inconnue, ni fibres ou empreintes digitales sur le corps et les vêtements de la victime. Le tueur anonyme n'avait rien laissé qui aurait aidé les enquêteurs à trouver son identité. Comme beaucoup d'autres membres de la communauté d'Atlanta, l'ancien assistant du procureur Buddy Parker fut stupéfait par ce meurtre. Ce matin-là, on a discuté de ce meurtre dont tout le monde parlait. Il s'agissait de la femme de Fred Tokars, une personnalité bien connue du monde juridique, puisqu'il avait été l'assistant du procureur du district de Fulton County.
Je connaissais bien ce Fred Tokars. Je savais le rôle qu'il jouait en tant qu'avocat de la défense, notamment dans une affaire dont nous nous occupions à ce moment-là, impliquant un vendeur de stupéfiants. L'exercice de sa profession d'avocat de la défense aux criminels avait mis Fred Tokars en relation avec plusieurs hommes accusés de divers crimes reliés aux stupéfiants. Un meurtre comme celui de Sarah Tokars n'avait sûrement pas de mobile simple ou évident. Il ne serait pas facile de venir à bout de cette affaire. Le lendemain, deux femmes se rendirent au poste de police de Cobb County. La sœur et la cousine de Sarah Tokars voulaient montrer un dossier au détective. Sarah l'avait remis à sa sœur 3 ans plus tôt. Elle lui avait alors dit de le transmettre immédiatement à la police s'il venait à lui arriver un malheur. Le dossier contenait une copie des relevés bancaires de son mari. Les deux femmes croyaient que ces documents avaient peut-être quelque chose à voir avec la tentative de Sarah d'obtenir le divorce de Fred. Contrairement à ce que Fred Tokars avait laissé croire aux policiers, son mariage n'était pas très solide. Sarah désirait divorcer, mais dès qu'elle abordait le sujet, il la menaçait de se servir de ses relations dans le monde de la justice pour obtenir la garde exclusive de leurs enfants. Sarah était prise au piège. Pour obtenir le divorce tout en conservant la garde de ses enfants, elle devait trouver une arme de dissuasion. Après une altercation avec son mari, elle avait secrètement copié certains des documents de Fred et les avait remis à sa sœur. Elle croyait que ces relevés prouvaient qu'il était impliqué dans des activités illégales. Si c'était le cas, c'était effectivement pour elle la seule façon de parvenir à ses fins en cours. Les enquêteurs examinèrent soigneusement le dossier. Peut-être leur permettrait-il de savoir si le meurtre de Sarah Tokars était le résultat d'un complot méticuleusement préparé. Les détectives de Cobb County appelèrent le bureau du FBI d'Atlanta pour leur demander de l'aide. Michael Twible se pencha sur l'affaire, résolu à déterminer si les relevés bancaires de Fred Tokars pouvaient être reliés au meurtre de quelque façon. La sœur et la cousine de Sarah avaient fourni les documents aux autorités de Cobb County, qui à leur tour sont entrés en contact avec nous. Ces documents démontraient que Fred Tokars s'était ouvert des comptes bancaires à l'étranger et qu'il avait mis sur pied des sociétés offshore. Il faudrait un peu de temps à l'agent Twible et ses collègues pour mettre la main sur les noms et les situations financières des personnes ou des sociétés qui pouvaient avoir un lien avec la mort de Sarah Tokars. Le 3 décembre 1997, soit 4 jours après le meurtre, on mit Sarah Tokars en terre. Ses 2 enfants venaient de perdre leur mère à jamais. Les enquêteurs ne disposaient toujours d'aucune piste solide quant à l'identité du meurtrier. L'homme qui avait abattu cette jeune mère courait toujours. Tout juste après l'action de grâce 1997, le FBI et les enquêteurs de la police locale poursuivaient leurs recherches pour retrouver le tireur qui avait tué, en présence de ses 2 jeunes enfants, Sarah Tokars, la femme d'un avocat réputé d'Atlanta. Le garçon de 6 ans avait fourni une vague description du suspect à la police de Cobb County en Géorgie, mais les enquêteurs ne disposaient toujours pas de pistes solides. On avait envoyé des copies des relevés bancaires du mari de la victime au bureau du FBI d'Atlanta pour les faire examiner. L'agent spécial Michael Twible espérait que son travail lui permettrait d'établir si ces documents étaient reliés au meurtre de Sarah Tokars. L'analyse des documents nous a permis de constater que M. Tokars possédait des comptes bancaires offshore et qu'il avait mis sur pied des sociétés non seulement aux îles Turks et Caïcos, mais aussi à Montserrat et aux Bahamas. Ces documents montraient également qu'il avait ouvert de nombreuses sociétés prête-nom dans la région d'Atlanta, en Géorgie.
Des prête-noms, ce sont des individus qui dirigent sur papier des sociétés fictives servant à blanchir de l'argent. Même si Fred Tokars n'avait jamais été accusé de blanchiment d'argent en tant que tel, il était expert en la matière. Buddy Parker, ancien assistant du procureur aux États-Unis, savait que Tokars n'était pas seulement un avocat réputé, mais également un comptable agréé. Dans la communauté du monde de la justice d'Atlanta, tout le monde savait que Fred Tokars était un expert en blanchiment d'argent. Il avait même donné des séminaires au sein des forces policières de l'État à ce sujet. Enquêter sur les finances d'un homme aussi habile serait à coup sûr une entreprise délicate. Tokars était apprécié et il comptait d'excellentes relations parmi la haute société d'Atlanta. Il était très connu à Cobb County. Il était dans les cercles politiques, tellement qu'il avait été juge adjoint à la cour municipale et adjoint du procureur pour Fulton County. Il comptait de nombreux amis haut placés et il avait soutenu plusieurs campagnes électorales, autant à l'échelon local qu'à celui de l'État. Les enquêteurs rencontrèrent de nouveau Tokars et son avocat. Ils lui dirent qu'à leur avis, il pouvait y avoir un lien entre ses affaires et le meurtre de sa femme, et ils l'interrogèrent à propos de ses clients. Fred Tokars reconnut que sa clientèle comptait de nombreux trafiquants de drogue violents qui évoluaient dans des cercles dangereux. L'un d'eux en particulier passait pour être l'un des plus gros fournisseurs de cocaïne de la région d'Atlanta. Ce trafiquant était retourné s'installer à Détroit après qu'un autre des clients de Tokars l'ait présumément forcé à se rabattre au nord. Peu de temps après, il avait été abattu devant la maison de sa mère. L'arme du crime, un pistolet trouvé ultérieurement dans une ruelle adjacente, avait été acheté dans une armurerie du nord d'Atlanta. Tokars émit l'hypothèse que les autres membres du gang de ce trafiquant, ou encore ceux-là même qui l'avaient assassiné, avaient peut-être fait tuer Sarah pour lui envoyer un message de menace à lui. Les détectives obtinrent un mandat de perquisition du bureau de Tokars pour voir s'il y avait dans ses papiers quelque indice qui les conduirait au meurtrier. Ce soir-là, les agents du ministère du Revenu aidés d'enquêteurs de la police firent une fouille approfondie du bureau. Ils confisquèrent des dossiers, des agendas et des échéanciers qui remontaient à plusieurs années. Malheureusement, on ne trouva aucun indice formel relatif au meurtre. Toutefois, dans la marge des agendas de Tokars, les agents remarquèrent des notes au sujet de ses comptes bancaires offshore. Le montant déposé dans ces comptes dépassait largement les sommes que Tokars indiquait dans sa déclaration de revenus chaque année. Fred Tokars semblait avoir fait usage de son expertise en matière de blanchiment d'argent pour son propre profit. Les autorités locales et fédérales rencontrèrent alors des représentants du bureau du procureur d'Atlanta. On soupçonnait Fred Tokars de s'adonner à beaucoup d'activités illégales en plus du blanchiment d'argent. Nous avions déjà relevé les opérations de blanchiment d'argent. Mais là, nous avons obtenu d'autres indications sur les opérations bancaires offshore. Avec ces documents en main, nous avions la conviction d'avoir assez de preuves pour ouvrir une enquête sur les opérations de Fred Tokars. Parker apprit alors qu'en août 1992, la brigade des stupéfiants avait arrêté un des clients de Tokars au cours d'un coup monté. Il s'appelait Anthony Brown. C'était, au dire de tous, un vendeur de cocaïne à Atlanta. La veille de son arrestation, des agents avaient intercepté un de ses messagers au Texas et saisi plus de 100 kilos de cocaïne. Dans le coffre de la voiture de Brown, les agents avaient trouvé 50 000 $ en liquide. Ils trouvèrent également des documents
indiquant que Fred Tokars n'était pas seulement son avocat, mais qu'il avait également été le maître d'œuvre pour l'incorporation d'une boîte de nuit d'Atlanta au nom de Brown. Au service de police, on croyait que cette boîte de nuit n'était qu'une couverture pour blanchir l'argent du trafic de stupéfiants auquel participait Brown. L'agent Jeff Dahlman de la brigade des stupéfiants avait participé au coup monté pour arrêter Brown. Parker espérait que l'affaire du trafic de stupéfiants à laquelle avait participé Dahlman les aiderait dans l'enquête sur le meurtre. Le meurtre de Mme Tokars a eu pour effet de tourner les réflecteurs sur les agissements de Fred Tokars au cours des dernières années. Et ce qui a été mis en lumière, c'est que Fred Tokars avait été en relation étroite avec plusieurs trafiquants de drogue de la région d'Atlanta. Mais jusqu'où allaient les relations de Tokars avec ces trafiquants? Les policiers interrogèrent de nouveau les voisins des Tokars pour s'assurer que rien ne leur avait échappé. Une amie proche de Sarah confirma que celle-ci voulait divorcer de son mari, mais qu'elle avait peur de lui. Peu de temps avant le meurtre, Sarah lui avait confié qu'elle avait trouvé des documents suspects dans les papiers de son mari. Selon cette voisine, Sarah croyait qu'il ne s'agissait pas simplement de relevés bancaires offshore, mais bien de preuves solides de ses activités criminelles. Une dizaine de jours avant de mourir, Sarah avait confié à son amie qu'elle en savait long sur Fred. Elle avait trouvé des documents qui démontraient qu'il fraudait le fisc. Elle avait l'intention de remettre ces informations aux autorités avant de demander le divorce. Si Sarah avait dit à son mari qu'elle disposait de ces preuves, cela pouvait l'avoir motivée à la tuer. Les enquêteurs apprirent également qu'un détective privé travaillait pour Tokars. Le détective admit que l'avocat l'avait engagé pour approcher des trafiquants de drogue et leur offrir de blanchir leur argent. Son nom figurait également avec celui de Tokars sur la liste des propriétaires d'une autre boîte de nuit d'Atlanta, selon l'agent Michael Twible. Nous avons découvert qu'il était le propriétaire d'une société. En fouillant davantage, nous avons appris qu'il était un prête-nom. Quand je dis prête-nom, je veux dire par là qu'il était la personne légalement responsable de ce club de nuit, alors qu'en fait, il n'en était rien. Fred Tokars avait pensé à tout. Selon le détective privé, Tokars courtisait les trafiquants de stupéfiants les plus connus comme Anthony Brown, des hommes qui avaient beaucoup d'argent, mais à qui il était impossible d'investir cet argent sans attirer l'attention du ministère du Revenu. Tokars étant un expert en blanchiment d'argent, il leur proposait ensuite de déposer leur fortune dans des comptes bancaires offshore ou d'investir dans des entreprises telles que des boîtes de nuit où les revenus étaient principalement en argent liquide. L'argent pouvait ensuite être réinvesti dans des institutions financières régulières. Pour blanchir de l'argent, on peut par exemple dire qu'on a payé 15 000 $ à un chanteur, alors qu'en fait, on ne lui en a donné que 5 000 en liquide. Tokars touchait des milliers de dollars à chaque transaction. Il savait pertinemment qu'il faisait affaire avec des trafiquants de stupéfiants et ce que ces derniers faisaient de leur argent. Son objectif était de mettre des sociétés sur pied, principalement des boîtes de nuit, des commerces qui faisaient des affaires avec de l'argent liquide, où il leur était facile de blanchir l'argent qu'ils gagnaient par la vente de stupéfiants. Les autorités croyaient de plus en plus que le meurtre de la femme de Fred Tokars était relié à la relation entre celui-ci et les narcotrafiquants. Mais les détails de l'affaire étaient loin d'être explicites. Plusieurs semaines après le meurtre de Sarah Tokars, l'homme capable de tuer une innocente femme en présence de ses enfants était toujours au large. En décembre 1992, plusieurs semaines après le meurtre de Sarah Tokars, les autorités de l'État et du fédéral n'avaient toujours pas retrouvé la trace de ce tireur isolé et ne disposaient encore d'aucun indice sur son identité.
Peu de temps avant sa fin tragique, Sarah avait trouvé des documents dans le bureau de son mari qui, selon elle, démontraient qu'il avait des activités illégales. L'ex-procureur Buddy Parker croyait que Sarah avait menacé son mari de le dénoncer s'il refusait de lui accorder le divorce. Nous avons alors commencé à penser qu'on avait tué Sarah Tokars pour la faire taire, car on savait qu'elle détenait des informations, ou du moins qu'elle croyait en détenir sur le rôle et l'implication de son mari dans le blanchiment d'argent des narcotrafiquants. Non seulement Fred Tokars représentait-il des trafiquants de drogue violents, mais en plus, il faisait affaire avec eux. Les enquêteurs disposaient maintenant de preuves que les clients de Tokars blanchissaient leur argent par le biais de leur boîte de nuit. Si sa femme avait menacé de le dénoncer, Tokars et ses clients avaient beaucoup à perdre. Le FBI concentra son attention sur les boîtes de nuit dont l'incorporation avait été faite grâce à l'avocat. L'agent spécial Michael Twible commença par examiner une pile de relevés à la recherche d'un nom qui relierait Tokars directement au meurtre. Nous avons examiné des relevés de société, de même que des permis d'alcool et des permis de commerce incorporés par Tokars, pour tenter de déterminer qui exactement possédait ces boîtes de nuit. Peu à peu, les agents parvinrent à comprendre la structure de ces commerces, à connaître leurs propriétaires et le montant des profits qu'ils généraient. Mais rien de tout cela n'avait permis d'identifier un suspect dans le meurtre de Sarah Tokars. Après plusieurs mois sans résultat, la police de Cobb County eut finalement un coup de chance. Un détective qui travaillait sur l'enquête reçut un tuyau de son frère, policier à Fulton County. Le policier se rappelait avoir aperçu le nom de Fred Tokars dans le dossier d'un homme d'affaires pour lequel on avait émis un mandat d'arrestation. Le nom de cet homme était Eddie Lawrence. Il était recherché parce qu'il avait tiré des faux chèques d'un des comptes bancaires de Tokars. De tous les associés et clients de Tokars, Eddie Lawrence était le seul qu'il n'ait jamais mentionné à la police. Les autorités ne tardèrent pas à apprendre qu'Eddie Lawrence et Fred Tokars étaient pourtant impliqués ensemble dans diverses entreprises, notamment dans le domaine de la construction, de la rénovation et des prêts hypothécaires. Tokars avait également assuré sa défense à plusieurs reprises pour des délits mineurs. Cette piste était peut-être ténue, mais elle valait tout de même la peine d'être explorée. Grâce à Fred Tokars, Eddie Lawrence était en contact avec des personnes très influentes en ville. Eddie accompagnait Fred aux assemblées de collecte de fonds des partis politiques. Et tout d'un coup, Eddie est devenu un membre de cette haute société. Il avait des contacts avec tous ces gens-là. Il était très à l'aise lors des cocktails et autres réunions du genre. Il se mêlait à toutes les conversations. C'était la grande vie, et tout ça grâce à Fred Tokars. Quelques jours plus tard, le jeune homme d'affaires accepta d'être interrogé par la police après qu'on eut découvert qu'il avait appelé Tokars à plusieurs reprises le jour du meurtre. Eddie Lawrence déclara qu'il faisait des affaires avec l'avocat depuis plus d'1 an et que tous ses appels avec lui concernaient leur travail. Il ne savait rien du meurtre de Sarah Tokars. Comme les détectives avaient arrêté Lawrence pour un faux chèque, ils durent le remettre en liberté sous caution. Les enquêteurs voulaient voir lequel des associés de Tokars montrerait des signes de nervosité en apprenant que la police enquêtait sur Lawrence. La tactique porta fruit. Un des informateurs secrets de la police appela alors. Dans la rue, une rumeur circulait à l'effet qu'Eddie Lawrence s'était mis à la recherche d'un tueur à gages peu de temps avant le meurtre de Sarah. On disait même qu'il avait forcé l'un de ses employés à l'aider à trouver quelqu'un. La cible était une femme qui, selon lui, l'empêchait de mettre la main sur beaucoup d'argent. L'employé avait trouvé quelqu'un qui ferait le travail pour lui, Curtis Warren. Ce junkie avait une longue feuille de route qui incluait des vols à main armée.
Comme il avait toujours besoin d'argent, il serait peut-être intéressé. Même si l'informateur ne mentionna à aucun moment le nom de Fred Tokars, les enquêteurs disposaient enfin d'un lien potentiel entre celui-ci, Eddie Lawrence et le tueur à gages. Les détectives interrogèrent Eddie Lawrence de nouveau. Ils le questionnèrent sur sa relation avec Tokars. Il réaffirma qu'il n'était pas impliqué dans le meurtre. Les policiers étaient persuadés du contraire. Le 16 décembre 1992, par crainte que Lawrence ne disparaisse, la police annula sa liberté sous caution et le mit en détention. Mieux valait qu'il soit derrière les barreaux lorsque les détectives se mettraient à la recherche de Curtis Rower. Ils commencèrent par obtenir le mandat de perquisition de la maison de College Park où Rower vivait, ainsi qu'un mandat d'arrestation. La plus grande prudence était de mise. Si Rower avait pu tuer une femme de sang-froid, que ferait-il s'il se sentait piégé? La femme qui ouvrit aux policiers déclara qu'elle ignorait si Rower s'y trouvait. Même si un premier coup d'œil général sur les lieux ne donna pas grand résultat, les policiers restèrent prudents. L'un d'eux entendit alors du bruit provenir d'une chambre à coucher. Curtis, you're in the bed. Let me see your hands. Il y trouva Curtis Rower. Celui-ci n'était pas armé. Rower fut emmené et accusé de meurtre. Il déclara qu'Eddie Lawrence, l'associé d'affaires de Fred Tokars, lui avait offert 5 000 $ pour tuer Sarah Tokars, mais il avait eu trop peur pour le faire. Il avait laissé Lawrence faire le travail à sa place. Rower reconnut toutefois que c'était lui qui avait enlevé la famille à bord du Jeep. Quand Sarah s'était arrêtée, dit-il, il avait été incapable d'appuyer sur la détente. C'est à ce moment qu'Eddie Lawrence était arrivé et lui avait hurlé de tirer. Lawrence s'était alors emparé du fusil et le coup était parti, tuant ainsi Sarah Tokars. Par la suite, les deux hommes s'étaient enfuis à bord de la voiture de Lawrence. Les policiers avaient l'impression que Rower minimisait son rôle dans l'affaire, mais le seul témoin qui pouvait réfuter ses aveux n'était qu'un enfant de 6 ans. Celui-ci n'avait jamais parlé de deux individus. L'enfant serait forcé d'identifier l'homme qui avait terrorisé sa famille lors d'une séance d'identification, à moins qu'Eddie Lawrence ne corrobore les déclarations de Rower. Les autorités accusèrent Eddie Lawrence de complot de meurtre, mais celui-ci refusa de confirmer ou de nier la déposition de Rower. La police de Cobb County avisa Fred Tokars qu'Eddie Lawrence et Curtis Rower avaient tous deux été formellement accusés du meurtre de sa femme. Il apprit la nouvelle lors d'un séjour chez les parents de Sarah en Floride, où il passait quelques jours à l'occasion du congé de Noël. Ses beaux-parents déclarèrent par la suite que bien que toute la famille ait exprimé son soulagement, ce ne fut pas le cas de Tokars. Il avait l'air déprimé. Les arrestations de Lawrence et Rower faisaient les manchettes. Tokars se trouvait par le fait même dans la mire des médias. Il refusa de faire le moindre commentaire. Comme la déposition du tueur à gages ne concordait pas avec les déclarations du fils de Tokars, on demanda à l'enfant de 6 ans de participer à une séance d'identification. Tous correspondaient à la description qu'il avait donnée du meurtrier de sa mère. Les détectives lui dirent de prendre le temps qu'il lui fallait avant d'arrêter son choix. Mais ce fut inutile.
L'enfant était trop jeune ou alors il avait eu trop peur pour se rappeler le visage du tueur. Quand on tenta de joindre Fred Tokars en Floride pour le mettre au courant, il avait disparu. Fred avait quitté sa belle famille pour retourner à son hôtel. Personne n'avait eu de ses nouvelles depuis. Le lendemain matin, ils l'ont appelé pour le réveiller, mais n'ont eu aucune réponse. Inquiet, le père de Sarah se rendit en vitesse à l'hôtel de Tokars. Celui-ci avait avalé une poignée de somnifères à l'aide d'une bière. La gérante de l'hôtel s'empressa de faire venir une ambulance. Apparemment, il a tenté de s'enlever la vie après avoir entendu dire qu'Eddie Lawrence, son associé, avait été arrêté pour le meurtre de sa femme. Le père de Sarah trouva alors un mot écrit de la main de Fred Tokars sur la table à côté de son lit. Dans cette chambre d'hôtel, il avait rédigé une longue lettre confuse où il s'excusait de la douleur que son style de vie avait causée à sa famille. Il disait que Sarah était une femme merveilleuse. Après avoir rédigé cette lettre la veille de Noël, Fred Tokars avait avalé une poignée de somnifères pour mettre fin à ses jours. Il gisait dans son lit et respirait à peine. S'il mourait, on ne saurait peut-être jamais la vérité sur le meurtre de sa femme. À la fin de décembre 1992, Fred Tokars, l'avocat réputé d'Atlanta soupçonné d'avoir comploté de tuer sa femme, gisait dans son lit d'un hôtel de Floride après avoir avalé des somnifères. Il fut conduit d'urgence à l'hôpital où il fut réanimé. Quand on lui donna congé, il tint une conférence de presse. Il déclara au public qu'il traversait une période dépressive et que les médias lui rendaient la vie difficile. Il ajouta qu'il avait choisi de s'installer en Floride pour échapper à l'attention des journalistes. Mais il croyait que justice serait bientôt faite. Le FBI était du même avis que lui. Les enquêteurs avaient l'intime conviction que Fred Tokars, par l'entremise de son associé Eddie Lawrence, avait engagé un tueur pour assassiner sa femme Sarah. Ils décidèrent de faire accuser Tokars en vertu des lois contre les rackets, le RICO. Ainsi, avant de prouver qu'il avait fait tuer Sarah pour l'empêcher de dévoiler ses activités illégales, on devrait faire la lumière sur ses activités. Le RICO s'attaque essentiellement à la conspiration de plusieurs individus qui commettent, parfois isolément, toutes sortes de crimes qui contribuent au profit du groupe criminel, lui permettant de continuer à exister et à être lucratif. Un grand jury fédéral désigna Tokars comme un conspirateur dans l'affaire du meurtre de sa femme. Même si Eddie Lawrence, l'associé de Tokars, était resté silencieux après plusieurs mois de prison, les enquêteurs espéraient que cette déclaration publique du grand jury l'encouragerait à parler enfin contre Tokars. Peu de temps après, le bureau du procureur d'Atlanta apprit qu'Eddie Lawrence était prêt à passer à table en échange d'une peine réduite. Pour cette déposition tant attendue, les enquêteurs trouvèrent un endroit isolé en Géorgie qui serait surveillé du haut des airs par hélicoptère. L'agent Jeff Dalman de la brigade des stupéfiants faisait partie de l'équipe qui devait s'assurer que tout irait bien.
Nous nous sommes rendus sur les lieux avant l'arrivée de Lawrence. Nous avions tenu cet endroit top secret. Les seules personnes qui savaient où nous le gardions étaient les gens du service de police de Cobb County. À ce moment-là, Lawrence était notre témoin clé dans cette enquête, et sa sécurité était primordiale pour nous tous. Dans une maison transformée en place forte, Eddie Lawrence déclara aux enquêteurs que Tokars et lui n'étaient pas que partenaires dans le domaine de la construction, mais qu'ils étaient également impliqués dans le blanchiment d'argent. Lawrence raconta en détail à l'agent du FBI Michael Twible comment leur système fonctionnait. Tokars lui avait demandé de solliciter des vendeurs de stupéfiants dans les diverses boîtes de nuit et de leur offrir de blanchir leur argent. Bientôt, il a impliqué Eddie Lawrence dans de nombreuses entreprises. Lawrence devait sa prospérité à Tokars. Mais il devait également 70 000 $ à l'avocat en dette d'affaires. Fred Tokars a rencontré Eddie Lawrence et lui a dit que Sarah avait l'intention de divorcer et de tout lui prendre. Il avait la ferme intention de ne pas la laisser faire. Comme il ne comptait pas la laisser le ruiner, il voulait qu'elle meure. Lawrence commença par refuser. Même s'il avait commis des crimes relatifs au commerce de drogue, il n'avait jamais été impliqué dans un meurtre. Lawrence lui aurait répondu « Laissez avoir la maison, les enfants et les voitures ». Tokars aurait rétorqué « J'ai travaillé trop fort pour la laisser avoir tout ça ». Selon Lawrence, Tokars préparait le meurtre depuis plusieurs mois. Il avait d'abord prévu de la faire tuer dans son bureau, mais s'était ravisé en se disant que cela serait plus approprié de le faire à la maison. Tokars devait payer Lawrence 25 000 $ pour ce meurtre. Selon Lawrence, Tokars a demandé à ce que le meurtre ait lieu quand il serait à l'extérieur de la ville. Lawrence devait maquiller le meurtre en tentative de vol. Que tout ça ait lieu devant les enfants était une situation assez exceptionnelle. Mais Tokars aurait alors dit à Lawrence que les enfants finiraient par s'en remettre, qu'ils étaient jeunes et que de voir leur mère se faire tuer ne les dérangerait sans doute pas tant que ça. Lawrence reconnut qu'il était incapable de tuer une innocente femme et que c'était pour ça qu'il avait engagé Curtis Warrer. Après que celui-ci eut tué Sarah Tokars, Lawrence l'éloigna de la scène. Pour sa coopération dans le complot de ce meurtre, Lawrence écopa d'une peine d'emprisonnement de 12 ans et demi. Quant au tueur à gages, il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Tokars, lui, était toujours un homme libre. Tokars avait la garde de ses 2 enfants. Au moment de l'enquête et jusqu'à son arrestation, nous avions peur qu'il ne leur arrive quelque chose. Tokars était conscient d'être surveillé. Les médias étaient toujours sur lui en Floride à ce moment-là. Il savait donc que des personnes épiaient ses moindres faits et gestes. Nous avons dû mettre un plan au point pour le faire sortir de chez lui et nous assurer que personne ne serait blessé lors de son arrestation. Comme Tokars détestait tout ce qui avait trait aux médias, les agents firent semblant d'être des journalistes dans l'espoir de l'attirer à l'extérieur et d'obtenir une réaction de sa part. Notre plan, c'était que Tokars sorte de chez lui et qu'il vienne nous parler, ce qu'il avait déjà fait avec d'autres personnes garées devant chez lui. Cela a fonctionné. Il a descendu les escaliers et appelé la police. Les policiers dépêchés sur les lieux étaient au courant de la ruse. Quand Fred Tokars sortit de chez lui pour porter plainte, il fut arrêté. Il appelait des non coupables des accusations portées contre lui.
Mais 2 jurys distincts, l'un au niveau fédéral et l'autre à l'échelon de l'État, l'ont trouvé coupable de racket, de blanchiment d'argent, d'avoir engagé quelqu'un pour commettre un meurtre et de meurtre. Il a été condamné à 4 peines d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pour avoir accordé plus d'importance à sa cupidité qu'à la vie de la mère de ses 2 enfants, il ne recouvrera jamais la liberté.